Bonjour et bienvenue dans notre podcast HR Stay Tuned, un podcast HR inspirant, un moment où l'on se pose et où on parle innovation HR et tendances du secteur. Je m'appelle Amélie Elleman et je suis la fondatrice de BeTuned, la solution innovante de recrutement par vidéo qui en plus développe votre employer branding. Bienvenue dans notre troisième podcast en compagnie de Johan Klaas, Sourcing et Employer Branding Manager à la STIB. On va parler de marque employeur. Tout manager doit-il être un employer brander? D'ici 2025, 80% de la main-d'œuvre sera constituée de millennials. Et donc, quelles leçons attirer pour la constitution de votre marque employeur? Comment devenir attractif sur le marché? Les conseils de Johan Klaas. Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt sur HR Stay Tuned. Bonjour et bienvenue dans notre podcast HR Stay Tuned en compagnie de notre invité du jour, Johan Klaas. Alors Johan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est super de t'avoir aujourd'hui. Au fait, on se connaît depuis déjà quelques années. Tu avais même accepté il y a 2 ans et demi de faire notre premier event de BeTuned avant le Covid, déjà sur l'employer branding. Alors pour te présenter rapidement, donc j'ai été voir un peu fatalement ton profil LinkedIn, hein. J'ai fait mon petit devoir et j'ai vu que tu avais commencé ta carrière en tant que sales. Oui. Pour évoluer donc dans différentes fonctions commerciales pendant plusieurs années, puis devenir ensuite sales and marketing manager, et puis alors vraiment aller bifurquer dans une boîte de communication. Tu as évolué pendant plusieurs années comme account manager, puis account directeur, puis tu es devenu freelance au niveau de tout ce qui est employer branding. C'est venu après. Après? Oui. Ah oui, c'est vrai, il y a eu l'UBA entre-temps. Tu étais président de l'UBA. Mais en même temps. Ça. En même temps. Après freelance communication. Je suis rentré à la STIB. J'ai été président du centre d'expertise employer branding de l'UBA pendant 3 ans. D'accord. C'est chaque fois des mandats de 3 ans. Et entre-temps, j'ai eu des demandes de conseils, etc. Et donc, à un certain moment, je me suis lancé comme indépendant à titre complémentaire. D'accord. Mais ça, c'est plutôt une activité. Bon, déjà, c'est pas dans la zone d'activité STIB parce que j'ai pas commencé à créer ma propre concurrence non plus. Ouais, sûr. C'est plutôt des secteurs qui n'ont rien à voir, justement. Okay. Et qui me permettent, moi, d'aller m'inspirer un peu ailleurs que dans mon quotidien. Et de remettre un peu les bases parfois, parce que quand je fais des formations, par exemple, j'explique comment il faut faire, et puis de temps en temps, je me dis, mais il faudrait peut-être un peu que tu rectifies le tir de ton côté, quoi, tu vois. Donc tu peux aller pêcher ta créativité dans d'autres secteurs. Oui, ça permet de voir une fois autre chose et de revenir avec d'autres idées, voilà, de parler avec des gens, ça fait penser à autre chose. Et clairement. Ça fait un peu table de ping-pong, comme ça, tu vois. Et donc, j'allais y venir, hein, et puis tu es devenu, au fait, communication manager, employer branding à la STIB, et aujourd'hui employer branding et sourcing manager. Ouais. Depuis déjà une bonne dizaine d'années. Hein. 11 ans, oui, 11 ans et demi. Ouais. Et donc ma question, donc vraiment l'évolution sales, marketing, c'était une suite logique pour toi d'aller vers l'employer branding? Non. Non, côté pas du humain, tout. je me dis, venir le côté humain. Non. Et il faut savoir qu'au début, je suis photographe et cinéaste. Ah oui. Donc c'est pour ça que voilà. D'accord. Et donc je me suis lancé comme indépendant. Tout à fait au début, dans les années 80, se lancer comme indépendant en tant que photographe, il fallait quand même avoir du courage. Et puis, je suis tombé par hasard, en fait, j'ai travaillé au Trademark, pour le studio vidéo du Trademark. Et puis, par hasard, je suis tombé en contact avec des gens qui cherchaient un représentant. Et bon, comme photographe et vidéo, c'était pas non plus des quoi gagner, des 1000 et des 100. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire ça en plus. Et puis je me suis lancé là-dedans et voilà, et j'ai eu du plaisir à travailler dans la vente, créer du réseau, etc. Et puis à un certain moment, je suis parti de là, j'ai commencé chez Gestetner pour les anciens qui nous écoutent, qui faisaient encore des petites machines à stencil et des petites machines offset et tout ça. J'ai fait ça pendant 1 an et là j'ai vraiment appris le hard selling. J'ai vraiment énormément appris. Parce que dans la vente, il faut savoir très vite qui on a en face de soi. Et en même temps, là, c'est du hard selling, c'est du très rapide. Mais si c'est de la vente à long terme, c'est vraiment apprendre à créer une relation de confiance. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup aidé après.
Puis je suis passé, Gestionnaire était quand même une boîte qui fonctionnait pas très très bien. J'ai senti le vent venir et je suis parti 6 mois avant qu'il soit racheté. Et je suis rentré chez Pentax. Les appareils photo, photographe, bilingue, déjà 3 ou 4 ans d'expérience. Je suis un peu rentré assez facilement. Où très vite, je suis devenu Key Account Manager, donc tous les gros comptes à travers toute la Flandre. Et puis à un certain moment, j'ai eu l'occasion ou bien de reprendre toute la photo, mais ça veut dire que je reprenais aussi tous les plus petits magasins, etc. J'avais fait un peu le tour, ou bien reprendre et relancer les divisions industrielles. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. J'ai relancé la division des objectifs de système de vision et tout ça. Les lentilles et montures, tout ça j'ai dû apprendre parce que j'y connaissais que dalle. Donc moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je dis oui à tout. Comme ça, t'apprends. Et au plus je sors de ma zone de confort, après, il faut assurer. Et là, je fonce. Puis j'ai arrêté. J'ai fait un break de 6 mois parce que il y a eu le divorce et moi, je voulais être là pour les enfants. Donc, j'ai pris un break de 6 mois. Puis je suis rentré chez les montres Pontiac. D'accord, ouais. Et là, je me suis plutôt battu pendant 7 mois et demi sur les 8 contre le management, en fait. Parce que j'étais rentré pour changer les choses. Et puis, tu as eu 2 semaines de préavis. Et chaque fois, et chaque fois que je voulais changer quelque chose, on me dit non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et là, j'ai appris ce que c'est le change. D'accord. Que faire du rentre-dedans, ça sert strictement à rien, qu'il faut essayer d'expliquer, etc., etc. Bon, à un certain moment, ça allait pas, et donc... je suis pas du genre à me rendre malade pour un boulot non plus, donc j'ai quitté. Et à un certain moment, j'étais quand même à l'aise, et puis je me suis dit, je vais quand même rechercher du travail, parce que quand on est célibataire, c'est bien, mais ça coûte cher. Et j'ai acheté, en fait c'est un hasard, parce que j'ai acheté le Soir Emploi, à ce moment-là, maintenant référence. Donc j'habitais en Brabant Wallon, et en me disant, je vais quand même regarder ce qu'il y a sur le marché. Et il y avait une annonce là-dedans qui me plaisait. Je ne comprenais pas du tout de quoi ça parlait, mais c'était écrit du style, si tu veux prouver quoi que ce soit, c'est chez nous que tu dois venir. Et c'était l'agence où j'ai commencé. D'accord. Et là, j'ai pigé déjà la force d'un bon copywriting, par exemple. Et c'est ce qui t'a fait aller dans la communication. Et là, j'ai été en me disant, j'ai rencontré mon ancien patron, on a discuté toute l'après-midi, ça passait bien, il m'a expliqué ce que c'était, je ne savais pas que tout ça était un marché, en fait. Je ne savais pas que c'était les agences qui faisaient des annonces pour les sociétés, qui travaillaient à la commission, etc. Donc, j'ai découvert. Il m'a dit, écoute, viens rencontrer l'équipe lundi. Et j'ai été lundi, le contact passait bien avec tout le monde et j'étais engagé. Et là, je suis resté 10 ans. Et c'est là où j'ai découvert la communication RH et l'employer branding, parce qu'eux, ils parlaient déjà d'employer branding. Donc, on parle de fin 99. Et donc, déjà là, on parlait d'employer branding. On avait déjà des statistiques comme quoi il y aurait une chute démographique du potentiel sur le marché de l'emploi. Donc, c'est pas nouveau, ce qu'on raconte maintenant. C'est pas nouveau du tout. Et puis, à un certain moment, après 10 ans, on a fait le tour. J'avais ma filiale, tout allait bien. Et puis, j'ai rencontré des gens de mon ancienne patronne de la STIP. En fait, elle m'avait demandé de passer pour expliquer au marketing ce que c'était l'employer branding, etc., pour bien montrer qu'il y avait quand même des différences. Et puis la discussion a tout doucement commencé à changer de cap. Elle était très forte. Et elle m'a expliqué tout le nouvel organigramme et je voyais une petite case, employer branding. Non, pas encore. Mais, et puis je me suis dit, en blaguant, à un certain moment, ce sera encore quelque chose pour moi. Elle m'a dit du tac au tac, mais c'est quelqu'un comme toi qu'on cherche. Et là, je me suis dit, une société, donc en fin 2010, qui engage quelqu'un pur sur l'employer branding, c'est déjà une preuve de vision à long terme. Ouais, c'est quand même parce que c'est déjà à ce moment-là se dire que on allait à l'encontre de sérieux problèmes sur le marché de l'emploi et qu'il fallait quelqu'un qui s'en occupe à 100%. Et c'est ce qui m'a, tout le projet, c'est ce qui m'a fait flancher. Et moi, je dis toujours que j'étais un des premiers à avoir ce titre officiel en société. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres sociétés qui ne faisaient pas de l'employer branding, mais la plupart du temps, c'était
quelqu'un du recrutement, quelqu'un de la communication, quelqu'un du marketing. Et je crois que j'ai été un des premiers en Belgique à avoir officiellement le titre Employer Branding Manager. Et je trouvais ça très très fort de leur part déjà à ce moment-là. Oui, tout à fait. Voilà. Et comment, enfin c'est peut-être un peu naïf comme question, mais comment tu expliques qu'il y a 20 ans tu en parlais déjà et qu'aujourd'hui on a encore, enfin il y a quand même encore beaucoup de choses à faire en Belgique au niveau de l'employer branding. Je vais dire si peu développé. Oui, enfin comment j'explique, j'en sais rien. Je crois que les gens ont tellement la tête dans le guidon que prendre du recul, reprendre une vision hélicoptère et regarder les choses, ce qui se passe autour, peut-être que ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Moi, je dis toujours, parfois, il faut perdre du temps pour en regagner après. Mais il faut savoir le faire. Il faut avoir le potentiel pour le faire. Il faut avoir l'expertise pour le faire. Parce que franchement, quand moi, je suis rentré à la STIP, ben, l'expertise n'y était pas. Et clairement, il n'y avait pas des erreurs qui se faisaient, mais on sautait peut-être un peu trop facilement sur des soi-disant promotions des médias et des choses comme ça. Donc, tout ça, ça se gère. Et il a fallu aussi comprendre que c'était une expertise en soi, voire une fonction en soi. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même pas mal de collègues dans d'autres boîtes. Et moi, ça me fait plaisir de voir que l'employer branding est devenu un métier. Ouais. Alors qu'avant, c'était des agences ou des externes qui le faisaient. Oui, tout à fait. Mais quand on rentre dans une boîte comme la STIP, il faut être dedans. Ouais. Il faut être à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe. Et de l'extérieur, venir dire ce qu'il faut faire, on reste quand même toujours un peu en surface. Il y a des fois où on fait des actions qu'on ne voit pas, qui fonctionnent bien. Donc, je me dis qu'il a fallu le temps, qu'on était peut-être avant-garde à ce moment-là, que le temps que tout le monde explique ou que tout le monde comprenne bien que ça allait devenir une problématique, voilà, une problématique. Donc, mais maintenant encore, je m'étonne parfois de rencontrer des gens qui ne réalisent pas encore qu'il y aura des soucis. Ouais. Alors que c'est une évolution démographique maintenant. C'est pas... J'ai connu les quelques bulles, la bulle financière, la bulle IT, etc., où ça montait en pointe et puis ça rechutait aussitôt. Ici, c'est un problème de manque d'expertise sur le marché. Et ce problème-là n'est pas lié que à la Belgique, est lié partout. Enfin, tous les pays autour de nous ont le même problème. Donc, on ne sait déjà pas dire, tiens, je vais aller recruter en Hollande, je vais aller recruter en Allemagne ou en France. Tout le monde a le même problème. Ouais. Et pour peu qu'on cherche une expertise technique et un tout petit peu atypique, ben le pool de candidats est franchement réduit. Hein. Oui, clairement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est déjà une très bonne introduction, 10 questions tac au tac pour faire un peu plus connaissance avec toi. Alors, première question, les moutons ont-ils 5 pattes ? Plus. Non, plus. Ou bien ils sont devenus impayables. Moi, je crois qu'il vaut mieux chercher des moutons à 3 pattes ou 4 pattes et leur faire pousser une 5e. Voilà. C'est ce qu'on dit chez nous. Mais, à nouveau, il y a encore pas mal de monde qui veulent absolument un mouton à 5 pattes. Ça, c'est sûr. Deuxième question. La guerre des talents est-elle plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans ? Oui. Et je vais dire plus à chaque fois. Pendant la crise, ça se calme un peu, mais j'en ai parlé à quelques collègues autour de moi, et on a tous l'impression que la reprise est à chaque fois beaucoup plus forte. Dans le temps, il y avait d'abord l'intérim qui remontait, et puis on voyait tout doucement des annonces, et puis on sentait que ça reprenait. Ici, ça a repris après le Covid, et moi j'ai dit l'année passée, au mois d'avril, septembre, j'ai l'impression que ça va reprendre. Donc, il faut quand même qu'on se prépare parce que ça va pas être évident. Mais au mois de juin, on avait déjà plein de problèmes. Plein de problèmes. La guerre des talents est-elle plus forte pour la nouvelle génération ? Non. Non. Côté employeur, oui. Côté employé, non. Pour la nouvelle génération, pour peu qu'on ait des formations recherchées, moi j'annonce les nouvelles années 60, les 60s, quoi, parce qu'ils auront le choix. Employer branding, marketing ou RH ? Hybride et communication. RH, marketing et communication. Recrutement ou rétention ?
recrutement de plus en plus compliqué et du coup, rétention de plus en plus important. Peut-on tous travailler en remote? Ah, la question piège. Il y en a encore. Je crois pas. Enfin, moi, j'ai vu chez nous, en tout cas, des gens qui avaient vraiment besoin de revenir au bureau et qui revenaient même si on était déjà venus chez nous sur le plateau, ils étaient 2 ou 3, qui avaient presque un écho quand nos téléphones sonnaient. Donc, je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir une structure et des gens autour d'eux. À côté de ça, je crois qu'il y a des gens qui sont parfaitement capables de bien travailler et être toute leur vie tout seul. Le CV traditionnel a-t-il de l'avenir? Non. Transport en commun ou voiture de société? C'est une belle question, franchement. Transport en commun. Il en fallait. Quand on se trompe pas de route. C'est pour briser la glace. Mais on sait bien que... Non, je vais le dire autrement. En ville, transport en commun. En ville, la voiture, c'est vraiment pas la seule. Et on le voit encore tout à l'heure. Tu es dans le tram, tu roules, et à côté de toi, tu vois toutes les voitures à l'arrêt. Donc non, en ville, c'est pas une solution. Et on voit aussi, surtout Bruxelles, depuis qu'on libère des voitures, le centre, c'est devenu 10 fois plus respirable, plus agréable, plus le piétonnier est devenu beau. On voit plein de magasins qui s'ouvrent tout autour, donc ça fait revivre une ville. Maintenant, si on habite dans les Ardennes, dans le Limbourg ou dans des petits patelins et qu'il y a un bus qui passe toutes les 2 heures, je peux comprendre qu'on aime beaucoup moins le transport public. Organisation libérée ou traditionnelle? Moi, je dirais libérée. Je trouve qu'en faisant confiance à ses employés, on obtient beaucoup plus qu'en les contrôlant. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, en fait, la plupart du temps, on a 95% des gens qui font bien leur boulot, qui ont envie de faire bien leur boulot, qui essayent de faire mieux, etc. Et il y a 5% qui dysfonctionnent. C'est peut-être beaucoup. Et pour ces 5% qui dysfonctionnent, on va mettre en place plein de règles qui, à la limite, démotivent les 95 autres. Et c'est là où il faudra trouver une autre approche. Et je dirais même, certainement, en vue des jeunes qui arrivent. 10e question. Demain, tous freelance? Peut-être pas tous, mais ça risque. Je crois qu'il y aura... quand on est appelé 1 fois ou 2 fois par semaine pendant tout un temps, certainement, il y a une petite alarme qui sonne en se disant, mais si tout le monde me veut, je vais peut-être moi décider ce qu'on me paye. Mais je crois qu'il y aura une autre tendance aussi, parce j'entends quand même très vite, oui, vivement la pension, mais j'entends aussi beaucoup de gens qui se disent, mais moi je ne me vois pas partir en pension. Donc je crois qu'il y aura une tendance d'experts qui vont être pensionnés, qui vont revenir comme consultants le jour d'après. Parce qu'on aura besoin d'eux. Voilà, on aura besoin de cette expertise. On aura besoin d'une maturité à réinjecter dans certaines boîtes. On aura, parce qu'on parle quand même de 50 ou 75% de Generation Y d'ici 2025, 26, on y est. Hein. On y est. Donc on aura besoin de réinjecter la maturité et d'avoir aussi, de ne pas perdre l'historique. C'est une chose qu'on oublie. Un ancien qui part, c'est pas juste son expertise. C'est le mec ou la femme qui a vécu tout, qui sait pourquoi on en est arrivé à prendre certaines décisions. Tout à fait, ouais. Et ça, parfois, ça aide à améliorer, mais ça aide aussi à expliquer aux gens qui sont un peu perdus, qui disent mais c'est une décision, ça sert à quoi, ça sert à rien, mais on va t'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Ah ok, maintenant je comprends aussi comment on pourrait l'améliorer. C'est comme ça qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu anticipes parfaitement ma première question. Donc, un constat, donc tu parlais de démographie. Donc, d'ici 2025, on dit que 80% de la main-d'œuvre sera millennials. Ouais. Et donc, question très très large, hein, mais quel impact donc, sur la proposition de valeur employée, sur la marque employeur, tu vois? Je suis assez bien placé pour en parler parce que j'ai toujours été entouré de jeunes. Moi, je trouve que... Tu es déjà d'ailleurs venu avec ta stagiaire. Oui, voilà. Louisa, tu fais un petit coucou. Non, mais je trouve ça important parce que, et peut-être arrivé à un certain âge, on se sent plus... On trouve que c'est peut-être plus important de préparer la génération future que de penser à sa petite fin de carrière.
Donc, moi, en employer branding, pour les millennials, ou même la Generation Y, enfin, je sais pas, j'ai très bien compris pourquoi on mettait des gens dans les petites cases. Mais bon. Je crois que c'est surtout l'authenticité. Je trouve que ça sert à rien de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mm-hmm. Mais il faut oser se remettre en question, il faut savoir écouter. Parce que les jeunes, ce qu'ils n'aiment pas, c'est ce qu'on appelle le corporate bullshit. Ça passe pas. Ils ont comme un 6e ou un 7e sens. Dès que c'est trop corporate, trop du flanc ou superficiel, le message passe pas. Mm-hmm. Et alors en EVP, il y a donc l'Employee Value Proposition, il y aura le package global. Et là-dedans, je vois surtout les formations, parce que les jeunes comprennent, et surtout dans beaucoup de technologies, je parle IT ou n'importe quoi, si on ne se forme pas, on est largué après 2-3 ans. Ça évolue tellement vite que, mais nous aussi, il faut continuer à se former. Et en dehors de ça, ce seront les nouvelles questions. Mode hybride, autonomie, équipe autonome, créer des mini PME dans la boîte qui fonctionnent de façon autonome, au lieu d'avoir une structure hiérarchique lourde qui ne permet pas non plus de vite changer. Flexibilité. Plutôt mettre la confiance dans les équipes et faire en sorte qu'ils soient encadrés, coachés, mais qu'ils fonctionnent un peu comme une PME. Et du coup, je crois que tout le monde se sentirait beaucoup plus responsable et du coup aurait plus de sens à faire son boulot. Voire jusqu'à l'entrepreneuriat. Ouais. Mais tu vois déjà beaucoup de jeunes maintenant qui décident de ne pas rentrer dans le marché de l'emploi. Déjà que c'est tout petit. En plus, il y a beaucoup de personnes qui décident maintenant de travailler en 4/5e et ils ont raison. Pourquoi pas? Mais je veux dire, ça fait un 5e du temps qu'il n'y a pas non plus. Il y a des jeunes qui décident de se lancer dans des projets personnels. Il y a beaucoup de jeunes, et pour la nouvelle génération, le monde est un village. Donc, je vais travailler en Hollande, je vais travailler en France, je vais travailler en Irlande. J'en parlais encore tout à l'heure. Ma fille est partie 3 ans en Irlande. Pour elle, c'était normal. Mm-hmm. Alors que pour moi, génération de ses parents, de parents, c'est ma fille qui part loin, toute seule. Ouais. Et alors, après 3 ans, elle revient et elle a un job d'enfer. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les millennials. Ce seront les années 60. Il y aura du boulot pour tout le monde. Il faut le voir. Il faut avoir envie de faire de son boulot. Il faut avoir envie d'être le ou la meilleure. Mais la génération qui vient sur le marché maintenant peuvent trouver comme ils veulent. Hein. Par rapport au Covid, quels impacts tu vois? Pour nous, ça n'a rien changé. À part le chiffre d'affaires, j'imagine. Oui, ça oui. Et puis, le fait qu'on a eu beaucoup plus de frais. Il y a eu... J'ai vu, je ne sais plus combien, c'était énorme, ce que nous a coûté le fait de désinfecter les véhicules tous les jours ou plusieurs fois par jour, les cabines, etc. Ouais. Voilà, une place sur 2. Donc, du coup, il faut doublement le nombre de véhicules, doublement le nombre d'heures. Mm-hmm. Donc, pour nous, à la limite, il n'y a rien qui a changé parce que tout le service a continué à fonctionner. On a continué à recruter, on a continué nos projets. Il y a eu un moment de flottement au début, mais très vite, tout s'est restructuré. Et avantage, si on peut parler d'avantage dans ces conditions-là, vu qu'il y a quand même eu des drames, en temps de crise, une crise fonctionne à l'avantage du secteur public. Parce qu'en temps de crise, les gens se disent courir, gagner des sous, c'est bien, mais là, on est à la 2e ou 3e réorganisation. Je viens déjà d'avoir perdu 2-3 collègues. Peut-être que je suis le prochain sur la liste. Donc, je vais quand même un peu m'informer sur ce que font les sociétés qui peuvent offrir une stabilité d'emploi. J'utilise toujours stabilité d'emploi et pas sécurité d'emploi. Parce que quand on dysfonctionne, on a autant de chances d'être viré partout. Ouais. Mais les gens qui se disent, peut-être tout compte fait, peut-être pas la voiture de société, mais être sûr d'avoir du travail à long terme, quoi qu'il se passe. Et là, nous, on sait l'offrir. Et toutes nos campagnes de 2020, on a vraiment mis stabilité d'emploi en avant. D'accord. Et ça a marché. Maintenant, toute crise a une fin.
où tout vécu de crise a une fin. Les gens, disons, après un an, ils se disent, bon, crise ou pas crise, on ne va pas arrêter de vivre, quoi. Et là, les gens reviennent de nouveau à leurs activités normales, et là, la stabilité d'emploi ne joue plus comme argument. Et sur votre manière de développer l'employer branding? Et c'est ce qui s'est passé au mois d'avril, justement, c'est ce que je voyais venir. La manière de... ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'adapter, parce qu'il y a des supports qui ne fonctionnent plus, il y a des supports qui disparaissent. Les gens sont plus dans leur 9 to 5 métro, boulot, dodo, donc tu ne sais pas les joindre comme tu les joignais avant. Et là, on a essayé de tester des nouvelles pistes. Et à un certain moment, on est assez fiers, à un certain moment, on s'est dit, mais mois de juillet, mois d'août, on essaye toujours de faire des actions où on est présent. Parce que mois de juillet, mois d'août, normalement, tout le monde part en vacances et tout ça, mais on essaye quand même toujours qu'on se rappelle là, notre bon souvenir. Et là, on s'est dit, là, il n'y a pas grand monde qui part, etc. Mais tout le monde s'est réinventé boulanger, cuisinier ou pâtissier. Si on faisait une action dans les grands magasins. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a fait une action sur les caddies, des Carrefour et des Deleuze, et sur les écrans près des caisses, en se disant, à part ça, tout le reste est fermé, donc on va axer tout là-dessus. Et là, comme il n'y avait pas grand-chose d'autre comme campagne qui fonctionnait, on a vraiment vu dans les chiffres les sessions de visite de notre site qui, en une fois, au 15 juillet, ont commencé à grimper. Ouais. Donc là, on a dit, on est bon, quoi. Là, on a visé juste. Mais c'est un risque, hein. C'est comme toute nouveauté qu'on essaye, c'est chaque fois un risque qu'on essaye de calculer le mieux possible. Ouais. Mais ça reste un risque parce qu'il y a d'autres super bonnes actions qu'on trouvait super bonnes et qui ont foiré complètement. Ouais. C'est quand même un gros changement parce que là, Steve, vous avez quand même un support de communication énorme avec tous les métros, les trams, les bus. On a nos propres supports, certainement, et c'est certain, comme maintenant, début d'année, on était partout dans les halls des métros, sur les valves digitales, etc. Donc ça, c'est quand même génial qu'on a notre propre canaux plutôt, mais on est aussi super bien soutenu par nos amis collègues des médias sociaux ou la communication ou marketing. On travaille ensemble et on essaye de se renvoyer la balle de temps en temps aussi. Donc ça, c'est l'avantage d'être dans une grosse boîte comme la Steep. Vous êtes combien dans l'équipe Employer Branding? On est 4, enfin 5 maintenant avec Louisa. On est 3, donc j'ai l'assistant d'Employer Branding qui travaille sur Gamze, qui travaille avec moi sur les campagnes, les actions, etc. Il y a Marianne qui travaille plutôt sur le sourcing, qui va aider en support en support du recrutement à vraiment tracer les gens, cibler, avoir les premiers contacts, etc. Et Gabi, qui était mon assistante avant Gamze, qui, elle, a repris tout ce qui est stage, alumni, collaboration avec les écoles plutôt techniques, et tout le programme Young Starter. Et qui t'a trouvé Louisa? Et qui... Ah oui, c'est vrai. Exact. C'est par elle que Louisa est rentrée dans l'équipe. Le marché aujourd'hui est très changeant, hein, donc on en a parlé. Il y a plein d'influences, donc les millénials, le Covid, profil en pénurie, New Way of Working, télétravail, etc. Et donc on sait qu'on travaille sur toute une série d'aspects vraiment pour améliorer la marque employeur, pour essayer d'être plus attractif. Et donc j'ai un quid par rapport au fait qu'on parle toujours d'authenticité. Donc comment tenir compte au fait vraiment du ressenti du marché, tout en étant dans la construction en fait, d'une marque employeur vraiment qui reste authentique. Tu vois la nuance? Oui, je crois qu'il y a une chose, un mot qui pourrait être la réponse, c'est la cohérence. Une fois qu'on a choisi une direction, je ne vais pas dire qu'il faut s'y tenir bêtement, hein, on peut réajuster le tir de temps en temps, mais je trouve qu'il faut rester sur la lignée. Enfin, une fois qu'on a un employer value proposition et qu'on connaît ses bases, qu'on sait ce qu'on a à offrir aux candidats, on ne va pas switcher ça tous les 3 ans. Enfin, ta boîte ne change pas tous les 3 ans. Tu as quand même un espèce d'ADN qui te correspond et qui restera. Voilà. Chez nous, c'est par exemple le fait qu'il y a une espèce de...
On utilise parfois le mot famille. Moi, j'aime pas trop parce que bon, j'ai une famille, elle est très bien et j'aime autant la garder. Je n'ai pas besoin d'une autre. Mais je dirais un esprit très, très convivial, un peu à la bruxelloise, comme ça. Hein, on travaille bien, on aime bien, on bosse ensemble, mais on se prend pas trop au sérieux non plus parce que voilà. Ça marche bien avec ta personnalité aussi, ça. Ah ben oui, mais on peut aussi s'amuser en travaillant. Ouais. Hein, il y a une différence entre travailler sérieusement et se prendre au sérieux. C'est pas la même chose. Ouais. Donc, je crois que dans toute cette histoire, une authenticité se construit à travers la cohérence de ce que tu es, enfin, en tant que société. La cohérence que tu amènes, qui passe par les valeurs, forcément. Et les valeurs, comme dans beaucoup de sociétés, ça pend au mur, c'est sur l'intranet, il faut les faire vivre. Il ne faut pas avoir peur à tous les niveaux de les remettre sur la table de temps en temps. Par exemple, dans des projets, de temps en temps, se dire, oui, mais il me semblait qu'une de nos valeurs, c'était ça ou ça. Là, on est quand même vachement en train de partir dans une autre direction. Donc, tu vois, il faut quand même... Je trouve qu'il faut rester cohérent et penser au long terme. Quand on a commencé à la STIP à faire vraiment l'employer branding pur et mettre tout en place, mais à tous les niveaux, j'avais toujours dit, il faudra 2-3 ans avant qu'on en retire vraiment les fruits. Et ça s'est avéré juste dans ce sens où on a commencé à des réactions au salon d'emploi. Du temps, on pouvait encore faire des salons d'emploi. Les candidats qui venaient plus avec des questions, on se disait, mais enfin, tu vois, est-ce que vous faites aussi, je sais pas moi, est-ce que vous faites aussi, vendez aussi des légumes? Non, on vend pas des légumes. Toi, tu sais clairement pas qui on est. Ouais. Et des gens qui venaient, des candidats qui venaient avec des questions très précises déjà et ciblées pour notre société. Okay. Et là, on se dit, tiens, il y a un bon retour. On commence à être connu sur le marché de l'emploi. On a au moins poussé les gens ou réussi à motiver les gens à aller s'informer sur notre site. C'est déjà un premier. Donc voilà, et alors, comme outil, jusqu'à preuve du contraire, chez nous, on a choisi de mettre le site en avant comme outil central. L'idée, c'est d'amener tout le monde vers le site. D'accord. Et faire en sorte que ce site soit bien, soit agréable, que les gens puissent tous se retrouver dessus, tout ce qu'ils cherchent, et soient poussés ou motivés à solliciter. Est-ce que ça marche encore aussi bien qu'avant? Je dirais, pas sans les médias sociaux. Voilà. Tu parles de cohérence de long terme par rapport à ce marché, donc justement, qui est si changeant. Vous adaptez sur du plus court terme ou justement, non, c'est plus par des actions alors que tu vas toucher la tendance C'est plus... L'image, elle ne changera pas. Ouais. Donc, le message de fond ne changera pas. Okay. Après, il y a la façon de le mettre en place et de le faire passer sur le marché de l'emploi. Comme je disais, si on avait continué en 2020 à mettre des annonces dans Métro, pour ne pas le nommer, journal qui a quand même été beaucoup moins présent, alors que d'habitude... ne fût-ce qu'il faut réfléchir un peu. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours rester au courant de tout ce qui se passe. Et le métro, par exemple, fonctionnait bien parce que le métro était lu 2,5 fois. Donc, tu as 1 million d'exemplaires, mais en fait, tu sais que tu touches 2,5 millions parce que les gens le laissaient dans le tram, dans le bus, les autres les prenaient. Maintenant, si tu laissais un métro, on ne touche pas. C'est jamais. Covid, machin. Donc, ça leur a fait du tort. Donc, si on avait dit non, nous, on continue, voilà. Il ne faut pas rester obtus parce que quelque chose a marché. On est en train de tester tout le temps. On se remet tout le temps, nous, en question, nos actions, nos approches, mais les supports aussi. On travaille en toute transparence avec tous nos fournisseurs. Ils ont accès à tous les chiffres qu'ils veulent. Le but, c'est d'en faire quelque chose après. C'est pas de dire « je suis dans le top 3 » ou « je suis le meilleur ». Non, le but, c'est de t'améliorer. Mais si je reviens un peu en arrière, au début où j'ai commencé en agence, il y avait 5 journaux. Il y avait 3 journaux nationaux et 2 locaux. Tout de suite, les plans de com, c'était vite fait. Tu mets un peu, c'est plutôt régional, tu cherches à 20 km, c'est régional. Tu veux à travers la Belgique, c'est celui-là, français, flamand, voilà. Et chez le flamand, tu avais encore le choix entre deux. Maintenant, on a vécu une fragmentation complète de tout.
Sans parler des réseaux sociaux. journaux, de tout ce qui est digital, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit blog, que ce soit site, tu peux les adapter, voilà. Donc, c'est là aussi où il faut rester au courant de tout ce qui se passe, sans sauter sur toutes les nouveautés. Par exemple, je ne sais pas moi, maintenant on parle du Web3 et des métaverses. Ben en fait, Metaverse, moi, ça m'a fait penser à Second Life, qui était lancé en, je sais pas combien, 2004, 2006, où j'ai dit non, on le fait pas. On le fait pas, c'est ou trop tôt, mais là, c'est pas prêt, c'est pas, l'environnement est moche, les gens vont pas aller revivre leur même journée, donc probablement que ce sera pour d'autres buts, mais qui nous intéressent pas. Alors que maintenant, dans le métaverse, ben là, c'est une toute autre question. Et je suis en train déjà de m'informer, de me dire que peut-être qu'on devrait être présent à un moment, peut-être. Et c'est ça le plus compliqué, je crois, c'est d'essayer parce qu'un budget n'est pas flexible, n'est pas élastique. Non, ce serait bien pour tout le monde, si les salaires étaient élastiques aussi. Mais de dire, voilà, ben on va choisir ça et pas ça. Ou pas ça pour l'instant. Ou on va le tester, on va bien mesurer, et puis on va rajouter du budget ou arrêter tout. Voilà. Et c'est tout le temps avec tout qu'on cherche. Donc vous avez plus joué sur les actions et sur vraiment les médias que sur vraiment les attributs de la marque employeur. La marque employeur reste la même. Hein. On reste toujours la meilleure boîte de Belgique. Hein. Ça ne change rien. Le message est resté. Et quels sont selon toi vraiment les attributs qui séduisent le plus aujourd'hui dans la marque employeur ? Mais là, chez vous ou ailleurs de manière générale? Chez nous, je crois qu'on est bien placé pour la simple raison que, surtout maintenant avec le Covid, les gens ont eu le temps de réfléchir. Ils n'avaient plus, on était tous embarqués dans un horaire, des journées remplies, pour peu qu'on ait des jeunes enfants, courir à la crèche, courir à l'école, machin, hop, le soir, on s'écrase à 8-9 heures dans le fauteuil, le matin, on se relève, on est reparti. Et là, les gens, on leur a rendu une partie de leur temps. Oui. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mis à réfléchir, et tant mieux, en se disant, mais est-ce que c'est ce que je veux faire ? Est-ce que je suis heureux dans ma vie ? Et dans ma vie, il y a quand même 8 heures de vie active, de boulot. Est-ce que j'ai envie de courir encore comme ça, de faire ce que je fais 8 heures par jour, 5 jours semaine, 11 mois par an ? Est-ce que c'est ça que je veux faire ? Est-ce que je ne veux pas diminuer le travail, passer à 4/5e. Est-ce que je ne vais pas prendre du temps et me lancer dans mon projet ? Est-ce que la boîte où je travaille me plaît encore ? Et donc tout ça va créer un questionnement, et je crois que les éléments, le sens du travail et le bien-être. Donc la mission de la boîte et le bien-être personnel. Et je crois que les gens vont commencer de plus en plus à rechercher le mix de ces deux-là. Le salaire restera important, et quand on est sur un marché d'offres et de demandes, donc pour peu que l'offre soit plus petite que la demande, ben le salaire sera d'office le point de discussion. Et ça, on le ressent aussi. Quand on commence à avoir des refus sur base de salaire, on sait que le marché a repris. Ouais. C'est vrai qu'en général, la question de chance vient, mais à salaire égal, quoi. Ou du moins... je sais pas, si tu trouves un boulot à 500 mètres de chez toi au lieu de faire 1 heure de route tous les jours, ben ça va probablement... Chacun a ses valeurs, chacun a ses valeurs et ses limites. Moi, par exemple, c'est quelque chose d'important, c'est ma liberté d'action. Ou bien on m'engage et on me fait confiance, et on me laisse faire, et je suis assez grand pour voir jusqu'où je peux aller, et comprendre que c'est pas mon argent et que voilà, c'est très important de voir comment on le dépense, etc. Mais aller engager quelqu'un et demander des rapports et des reportings et du machin mais pourquoi, enfin, c'est que tu lui fais pas confiance alors, mais n'engage pas alors. Mais ça, c'est ma vision, hein. C'est pas pour ça qu'elle est générale. Donc moi, ma liberté d'action est très importante. Et c'est pour ça, par exemple, que chez Pontiac, ça a mal tourné. Parce que, voilà, ou bien on m'engage pour ce que je sais faire, ou bien on ne m'engage pas.
Quelles sont, selon toi, tu as des boîtes que tu trouves, à part la Steam, bien sûr, hyper attractives aujourd'hui? Tu dis elles font vraiment un chouette boulot, elles se sont différenciées ces dernières années. Je crois que maintenant, les sociétés que je suis un peu, c'est les sociétés qui s'adaptent très vite à ce qui se passe sur le marché. Et ça va peut-être être un peu moins évident pour nous, parce qu'on a quand même une grosse structure. Ça va être plus facile pour, disons, les moyennes ou grosses PME. Ils auront quand même plus facile à s'adapter. Ou des sociétés qui ont un type de profil, que des consultants ou que des IT. C'est beaucoup plus facile de réaligner tout le monde et de changer de cap que dans une société comme la nôtre où on a 300 métiers différents, on a la pyramidage complète, enfin, et toutes les mentalités, etc. Donc je crois que les sociétés qui vont être attractives maintenant, c'est ceux qui arriveront à s'adapter, mais à nouveau, authentiquement. De façon authentique, parce que je vois aussi beaucoup de messages. Bullshit sexy. Voilà, beaucoup de blabla. Ah, nous, on a mis une table de snooker. Ah ouais, parce que ça, c'est important. Ou nous, on a mis un flipper. C'est pas en mettant un flipper qu'on va changer toute la culture de la boîte. C'est pas en interviewant la seule femme de la boîte qu'on montre qu'on est dans la diversité. Non, mais c'est vrai. Mais et ça, je crois que la jeune génération est beaucoup plus armée pour comprendre, pour faire la différence entre le vrai et le faux. Tu en as déjà donné quelques-uns, mais des conseils pratiques à une société, quelqu'un au niveau RH qui n'a pas d'équipe employeur branding ou qui se lance, tu leur conseillerais quoi? Aller sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on trouve les infos. Et il y a beaucoup de gens qui vont voir en externe. C'est certain que avoir quelqu'un en externe qui permet de structurer, qui permet de donner un plan d'action, etc. Mais l'input, il vient de l'intérieur de la boîte. Nous, quand on s'en sort plus, on retourne sur le terrain, on fait des groupes de discussion, on laisse parler des gens, et c'est là où on se dit, ah, mais oui, mais ça, on avait oublié, ou on n'avait pas vu passer, ou à un certain moment, on était coincé, enfin, pour les chauffeurs de bus, on a quand même 500 tous les ans qu'il faut trouver, et ça rentrait plus, et bon, c'est les briefings qu'on reçoit, c'est il faut faire quelque chose, hein, voilà. Ça, c'est les briefings comme les plus standards. Puis quand on dit, mais on a déjà fait beaucoup de choses, mais il faut faire autre chose. Et débrouille-toi avec ça. Et donc, du coup, on a refait des groupes de discussion. Et à nouveau, on a dit, mais c'est jamais des trucs waouh, mais c'est des choses qui ressortent. Et on se dit, mais bon sang, c'est bien sûr, quoi, voilà. Bien entendu que pourquoi est-ce qu'on va faire des pubs sur du site web alors qu'ils ont tous un smartphone? C'est une connerie. Mais quand t'es devant ton PC, tu penses pas forcément à ça. Et donc, on s'est dit, tiens, comment est-ce que vous informez? Ben, il y avait 2 sites que tout le monde regardait. Je vais pas les nommer parce que, voilà. Donc, du coup, on a fait du bannering sur ces sites-là. Ouais. Donc, le lien métier, quoi, qui manquait. Mais c'est aller dans le vécu des gens et c'est eux qui donneront les réponses. Je crois pas que quelqu'un en externe peut venir à la STIP et dire... moi, je sais ce que vous devez faire. Mais on se remet en question aussi, par exemple. Maintenant, on sait qu'on cherche des femmes, plus de femmes à la STIP parce qu'on est qu'à 11%, ce qui est un peu... bon, ce qui est aussi à cause des métiers techniques, etc. Mais, j'ai vu ton chouette banner sur LinkedIn. Ben oui, mais ici, on l'a mis en noir et blanc, non, en noir sur bleu, en grand dans le journal. On recherche des femmes, et pas que le 8 mars, à nouveau. Le 8 mars, il y en a plein qui l'annoncent. Tout le monde veut. Nous, on l'annonce toute l'année, sans arrêt. Et donc là, maintenant, à nouveau, place aux jeunes. On a décidé de proposer un projet à l'IEX. Et on travaille avec un groupe de 10 étudiants de l'IEX. Et on a dit, voilà la problématique. Et eux, ils sont en train de creuser. Et ils sont déjà venus avec des pistes. À nouveau, l'info en interne, mais auxquelles nous, on n'a pas pensé. Est-ce que vous avez déjà été voir là et là et là? Est-ce que vous avez déjà posé des questions à telle et telle personne? Ben non, en fait. Et ça, c'est parfois bien d'avoir quelqu'un de l'externe qui à nouveau, qui t'aide à relever la tête, à dire « Oh, stop, regarde un peu plus globalement,
qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es encore bon partout? Là, clairement, il faudra réajuster. Le projet en employer branding que tu as fait, dont tu es le plus satisfait, le plus fier? Moi, je suis assez fier de l'app Simbus qu'on est en train de... On va faire un update bientôt. Depuis qu'on a lancé l'app, on a quand même beaucoup moins de réclamations d'entrée de candidats pour la conduite. Donc, il faut dire que ça marche. Et l'idée, ça me fait d'autant plus plaisir. C'est l'application où on doit soi-même conduire... Où tu peux conduire un bus, okay. Mais c'est des lignes réelles, c'est filmé en vidéo, donc c'est des lignes réelles. La réaction qu'on a eu beaucoup, c'est les gens qui disaient « Ouais, c'est quand même pas facile. Hein. » Ben non, mais être chauffeur de bus, c'est pas facile. Ouais. Ça a aidé aussi à redorer le blason de nos chauffeurs. Et le fait qu'on ait gagné un prix en interne, le prix Eureka, parce que chaque année, tout le monde peut venir avec des nouvelles idées, des nouvelles approches. Au sein de la STIB. Oui, au sein de la STIB. Donc ça, je trouve bien. À nouveau, ça vient du terrain. Ça vient récompenser le... Voilà. Et peut-être, on est en lice pour un prix public. Donc, espérons qu'on le gagnera. Mais le fait que tout s'est pratiquement fait en interne, ça me fait encore le plus plaisir. Que tu puisses faire des coups de pub comme ça formidables, mais que tu puisses faire ça avec tes collègues. Ouais. Et pas que tu sois toi, moi seul avec une agence externe, par exemple. Ouais. C'est avec mes collègues de l'équipe graphiste. L'équipe des médias sociaux nous a soutenus pour la promotion autour. Enfin, et ça a pris de l'ampleur. Donc là, je suis quand même très content. Et là, on travaille sur une nouvelle version. Donc, ah ouais? Bientôt. Qui va sortir bientôt. Il y a d'autres projets sur lesquels tu bosses que tu peux partager avec nous? On va se lancer, ça je peux le dire parce que c'est pour dans une semaine, on va se lancer pour la première fois au cinéma. Ça fait déjà longtemps que je me dis que c'est quand même un médium, un support qui tape. À nouveau, l'approche est très très simple, mais je crois qu'elle est efficace. On va voir. J'espère que ça marche parce que c'est quand même des budgets importants. Mais voilà, c'est à nouveau, on essaye. On essaye des petits trucs. On a essayé des sous-mains les sous-mains en papier. Ouais. Là aussi, au départ, personne n'y pense pour du recrutement, mais why not? Tu sais, quand tu es à table et tu attends ta commande, tu n'as rien d'autre à faire que regarder ce qu'il y a sur le sous-main. Donc, c'est chaque fois de ce point-là qu'on essaye de trouver des nouvelles actions en disant, tiens, je suis là, je fais ça. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'observe? Et c'est comme ça, chaque fois qu'on essaye de nouveaux supports. Et forcément, je crois que c'est une tendance, de plus en plus aussi des supports hors RH. Parce qu'il faut essayer de toucher les gens au moment où ils ont un petit moment libre ou un petit moment d'attention à te donner dans leur vie. Ouais. Et ça peut être n'importe quand. Si je mettais une annonce sur toutes les boîtes de cornflakes, par exemple, peut-être que ça marcherait. Je ne sais pas si je peux, mais peut-être que ça marcherait, ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Déjà avec le cinéma, c'est déjà disruptif. Voilà, je me dis quand même que on touche tout le monde. Donc on a adapté un peu notre campagne. Et on touche tout le monde et à différents niveaux. Et peut-être des gens qui, à ce moment-là, se disent oui, en fait, la STIB, j'ai jamais été regardé. Voilà. Et là, ils viennent sur notre site en espérant qu'à ce moment-là, il y ait quelque chose qui leur plaise. En tout cas, ces dernières années, j'ai été moi très souvent surprise de l'image qu'ont les jeunes de la STIB. Hyper positive. À un moment, je me suis dit, mais tout le monde veut bosser à la STIB. Mais on a une mission qui plaît, on a une utilité, je crois, certainement sur Bruxelles. C'est pas toujours évident pour attirer des gens en dehors de Bruxelles, parce qu'on est quand même très fort liés. Maintenant, notre stagiaire, elle vient de Courtrai. Ah ouais. Elle a découvert Bruxelles et elle adore, donc comme quoi, c'est vraiment une question de perception. Mais je crois que tout le monde est convaincu que la mobilité est vraiment une problématique à solutionner et qu'ici à Bruxelles, la STIB fait quand même partie de
des solutions. Des solutions, tout à Et fait. puis les jeunes, maintenant, en plus, l'abonnement scolaire est à 12 €, franchement. Tous les Bruxellois jusqu'à 25 ans. Ouais. 12 €. Ça, Il n'y a pas moyen de faire moins cher, hein, parce que je crois que même à pied, on use une paire de chaussures et voilà. Donc je crois que le fait qu'on a besoin, nous, entre guillemets, ou qu'on est utile, c'est important pour cette nouvelle génération. Et là, je crois qu'il y aura aussi une espèce de changement qui va se faire entre je choisis un job où je fais quelque chose de bien, ou je choisis un job juste pour ramasser du pognon. Ah, bien sûr. Et c'est une question de choix à nouveau. Hein. En tout cas, félicitations pour le boulot. Hein. C'était un petit compliment. Je le dirai à mes collègues aussi. Hein. Je suis pas seul. Ouais, clairement. Tout manager doit être un employer brander? Moi, je trouve, oui. Moi, je trouve parce que je crois que la première chose commence par le style de management. Si le manager gère bien son équipe et donne envie de venir au boulot et donne plaisir ou crée du plaisir à faire son métier, c'est les premiers qui vont aller le dire ailleurs. Quand on est bien dans sa boîte, on en parle. Hein. Quand on est mal dans sa boîte, on en parle aussi. Donc, à nouveau, mais je trouve que donc le management a certainement un rôle important à jouer et je crois que c'est un prochain step. Vraiment, comme RH, je trouve que RH doit rentrer plus au niveau management. Je trouve que l'employer branding aussi doit moins être considéré comme un truc RH, mais un truc corporate. Si moi j'avais 10 000 employer branders, on peut diminuer mon budget de moitié, hein, sans problème. Si à chaque fois qu'on a un message en disant tiens, 4000 chauffeurs, est-ce que vous pouvez dire tous dans votre réseau qu'on a besoin des gens et qu'on a une chouette boîte, etc. Ça marcherait tout de suite. On ferait 2-3 grosses séances de recrutement et c'est time pour la journée, le restant de l'année. Donc je crois que tout le monde doit être employer brander. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que voilà, tu as des jours avec, tu as des jours sans. Ça dépend de ton équipe, ça dépend parfois de toi-même. Ça dépend de plein de choses. Dans un monde idéal, j'ai 10 000 employer branders comme collègues. Mais on n'y est pas encore. Demain. Si on veut aller plus loin, est-ce que tu as des outils, des articles, des livres que tu conseilles? Des livres, il y en a de toutes sortes. Et je crois que tout a déjà été dit, redit et redit sur l'employer branding. Moi, il y en a un dont je parle tout le temps et qui m'a marqué. Et c'était mon assistante à l'agence qui me l'avait conseillé, qui me l'avait refilé. C'est Delivering Happiness de Tony Shai de Zappos. Donc le site de vente de chaussures en ligne. Des plus gros, ils ont été rachetés par Amazon maintenant, je crois. Mais c'était quand même le plus gros site au monde de vente de chaussures en ligne. Et là-dedans, donc, il explique aussi comment il a commencé dans son garage, hein, parce qu'aux États-Unis, pour réussir, il faut avoir un garage pour commencer. Mais alors, le fait qu'il ait eu des ups and downs parce que c'est une start-up et parce que parfois ça marche, puis ça chute, et que certains moments, il ne savait pas plus payer des gens qui étaient là depuis le début et que lui devait leur annoncer qu'il devait les virer et que eux devaient le consoler parce que lui était en train de pleurer. Là, je trouve que tu arrives quand même à un niveau où tu dis et que les gens disaient « T'inquiète, je me débrouillerai, mais dès que ça remarche, tu me rappelles. » Il y a des super belles histoires dans ce livre et c'est un livre qui m'a marqué en fait. Et comme quoi, dans le temps, maintenant, oui, dans le temps, je cherchais toujours, quand je faisais des présentations, des formations sur l'employer branding et pour l'importance du management, je mettais par exemple une photo de Richard Branson. Et alors je demandais aux gens dans la salle, qui est-ce qui connaissent monsieur? Alors, tout le monde, Richard Branson. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est de travailler chez Virgin? Personne. Et là, tu vois l'extrême. Le top manager qui... Waouh, mais derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Et alors, à côté de ça, je montrais une photo de Tony Shai. Là, tout le monde ne connaît pas. Je l'ai jamais vu.
Et là, je leur disais, mais ça, c'est la société où tout le monde aux États-Unis veut aller travailler. Alors que lui, personne inconnu. Et je crois qu'il faut trouver un peu le juste milieu. Être manager, employer brander, mais rester au service de la boîte. Et pas commencer à être employer brander de soi-même. Une citation inspirante que tu voudrais Moi, partager? j'ai une citation que je porte partout. Vas-y. Qui est sur mon bras, ici. Qui était... c'est un vieux dicton écossais que j'ai fait que j'ai mis du temps avant de l'avoir tatoué parce qu'il fallait que je trouve la traduction correcte en vieux gaélique. Et qui dit... Ça, en fait, c'est Carpe Diem, mais avec la petite note d'humour. Et qui dit Be happy while living, for you're a long time dead. Donc, sois heureux de ton vivant, car tu vas être mort très longtemps. Et je trouvais ça génial comme approche, parce que quelque part, c'est dire, voilà, profites-en. Et la mort, bon, bah voilà, on en rigole un peu, même si c'est pas très gai, et donc, du coup, je l'ai fait tatouer sur mon bras, parce que c'est ma façon de voir les choses, quoi, voilà. Oh, bonne manière de vivre. Hein. Bah ouais. Il y a des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans un prochain podcast? Enfin, c'est tout nouveau, hein, c'est notre 3e épisode, mais des sujets ou des personnes que tu trouves que je devrais inviter? Je sais pas une personne en particulier, mais j'aimerais bien une fois entendre l'avis dans l'autre sens. Donc, un manager qui parle de l'importance de l'employer branding dans sa boîte, d'un CEO, pas un DRH, parce que forcément, ça fait partie des attributions, mais plus un CEO d'une boîte et qui donne son avis sur ce que c'est l'employer branding dans sa société. Je ne sais pas si ça va remplir un podcast total, mais... parce que j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens voient encore ça comme, oui, une petite annonce, et une chouette petite photo et un chouette slogan. Mais je peux dire que ça va beaucoup plus loin. Et en fait, il y a une partie de mon temps que je passe à faire du lobbying interne. À informer, à essayer d'expliquer, à essayer de faire passer des messages, à essayer d'expliquer pourquoi il faut voir les choses autrement, etc. Et c'est un peu la tactique du disque rayé pour les anciennes générations. Ah non, ça revient à la mode. Répéter. Moi, j'ai l'impression que je répète la même chose depuis 20 ans. Et puis, j'ai été voir pour une présentation, une autre présentation. J'ai été rechercher une présentation que j'avais faite il y a 10 ans. Et là, je te dis, ah ouais, non, on est quand même passé à un tout autre niveau. C'est quand même autre chose que ce que je disais là, où on parlait des bases. Et ici, je trouve que tout doucement, en tout cas chez nous, ça devient un sujet important à tous les niveaux. Donc, il y a quelques années, et j'en suis assez fier, et je suis d'autant plus fier que de l'interne, ils ont réalisé, l'employer branding est rentré dans le dashboard Excom, par exemple. On a essayé de mettre des KPI. D'accord. Pour dire voilà ce qui se passe. C'est quand même une belle avancée. Hein. Et du coup, là, pour l'instant, on suit certaines problématiques, mais aussi, chaque fois, on me dit, oui, mais là, les chiffres là ont changé, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bon, t'as pas toujours l'explication, tu sais pas pourquoi les gens agissent d'une façon ou d'une autre. Mais à force tu sais quand même mettre tout en perspective et dire oui, mais il faut tenir compte de ça, et n'oubliez pas qu'il s'est passé ça, et puis, etc. Et je trouve que c'est à nouveau une preuve d'ouverture sur le métier, sur le marché de l'emploi. Clairement. Et là, clairement, maintenant, il n'y a pas un journal que tu ouvres une fois par semaine où on parle du marché de l'emploi. Donc, je suis content. Je suis content que les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Maintenant, il faudra en faire quelque chose. Et ça, c'est pas que l'employer branding. L'employer branding peut traduire ce qui se passe en interne. Mais il faut d'abord qu'il se passe des choses en interne. Et là, c'est le futur qui nous le dira. Mode hybride, mode je sais pas quoi, comment on dit, les working nomads. Tout à fait, digital nomade. Il y a plein de nouveaux termes qui arrivent, mais il faut que ça devienne concret. Bien de dire living nomads ou working nomads ou hybride. Nowhere, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière et comment tu mets ça en place dans ta boîte
Et à ce moment-là, comment tu vas le montrer et l'expliquer en externe pour attirer les nouvelles générations. Les nouvelles générations, je crois que c'est eux qui vont donner le tempo. Et c'est pas des faciles. Clairement. Mais c'est bien, c'est bien. Enfin, en tout cas, tous les jeunes que moi je rencontre et que je croise, ils savent ce qu'ils veulent. Alors que nous, on arrivait sur le marché, je parle de moi, il y a longtemps. Quelqu'un te proposait une place, tu prenais parce que tu savais pas très bien ce qu'il y avait, sinon, voilà. Alors que maintenant, ils arrivent sur le marché et pour beaucoup de jeunes, ils savent quand même déjà, voilà ce que je veux faire, voilà où je veux aller et c'est bien. Maintenant, est-ce qu'ils seront employés ou est-ce qu'ils seront indépendants, est-ce qu'ils seront part-time ou est-ce qu'ils auront moitié truc et moitié mon projet À voir. Mais ce sera à nous de nous adapter et pas l'inverse. C'était le mot de la fin. À suivre. Johan, un grand merci de ta présence. Avec plaisir. J'étais vraiment ravie de t'avoir. Sympa. Toujours inspirant. C'est un plaisir de t'écouter. Et à très bientôt sur un prochain épisode de HR Stay Tuned. Merci. À bientôt.